Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine du lundi sport à la une au sommaire du football avec les Lions du Sénégal qui ont effectué cet après-midi leur premier galop d'entraînement au stade Lat Dior. 12 Lions ont pris part à la séance. À suivre dans ce magazine en dossier sur les difficultés de certains clubs de Ligue 1 à se mettre au niveau requis du football professionnel. Beaucoup de joueurs souffrent du fait de ne pas toucher leur salaire à la fin du mois. Où se trouve le problème? Comment s'attaquer à ce mal qui perdure? Élément de réponse dans ce magazine. Basketball, les Lions connaissent désormais leurs adversaires pour la Coupe du Monde en Chine. Cette campagne chinoise justement va-t-elle se faire avec Abdurrahman Ndiaye, Adidas aux commandes ou non? Nos invités vont en débattre dans cette émission des Buzz du Web. Comme tous les lundis, ce sera avec Mamadou Ndiaye. L'actualité des courses hippiques avec Madio Père. Baïfal sera là également pour nous parler de la toute nouvelle saison de l'émission L'œil du tigre. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite développé. Bienvenue à toutes et à tous. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir cher Tigane et bonsoir à nos invités. Justement, il y en a un qui est à côté de vous, Mor Bassine, bonsoir. Bonsoir Diagne. Journaliste au quotidien Record. Également Bamba Kassé qui est là en tant qu'observateur de basket, pas en tant que secrétaire général du Saint-Pix. Bonsoir Bamba. C'est une manière de dire qu'il n'y a aucun problème au groupe Futur Média, ben, tant mieux. Tant mieux. Et Talafal qui est là également, Talafal de Génération Foot, qui sera là pour nous parler de comment régler ou bien venir à bout de ce problème qui gangrène nos clubs au Sénégal, surtout ces problèmes liés aux finances. Mais tout d'abord, bonsoir Tala. Bonsoir cher Tigane, bonsoir Malal, bonsoir à la... échangé que j'ai oublié de saluer les Lions du Sénégal. Cet après-midi ont foulé la pelouse du stade Lat Dior. 12 Lions ont effectué la séance d'entraînement. Le reste de la troupe est attendu demain, ce qui permettra à l'entraîneur Aliou Cissé de travailler avec son groupe au complet, ce qui nous permet de parler du week-end des Lions en Europe, un week-end qui a été prolifique avec Sadio Mané qui marche sur l'eau en ce moment. Mbaye Diagne et Mbaye Niang de Rennes se sont illustrés également avec leur club à Mamadou Ndiaye. Sadio Mané marche sur l'eau. Le Sénégalais respire la forme en ce moment et s'impose comme le meilleur atout offensif des Reds. Héros de la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions avec Liverpool après son doublé face au Bayern Munich. 3-1. Sadio Mané a sauvé encore son club ce week-end face à Fulham lors de la 31e journée de la Premier League. Décisif sur les deux réalisations de sa formation, Sadio Mané a atteint la barre historique des 17 buts en Premier League et 20 buts. Toutes compétitions confondues. L'enfant de Bambali bat ainsi le record de 16 buts pour un Sénégalais qu'il partageait avec Dembaba. Idrissa Gana Gueye, titulaire avec Everton, a réalisé une très belle performance en battant Chelsea sur le score 2-0. Le milieu de terrain sénégalais n'a pas terminé le match, touché à la cheville après un violent duel avec David Luiz. En France, Mbaye Niang sauve Rennes. Il fallait attendre la toute dernière minute du temps additionnel pour voir Mbaye Niang remettre les pendules à l'heure. Son 8e but en toute compétition confondue. 4 passes décisives, soit une implication sur 12 débuts de son équipe cette saison. Attraction du week-end, c'est en Super League turque. Bursaspor contre Galatasaray. C'est le match qui réunit le plus de Lions en Super League. Après Diafra Sakho à la 15e minute de jeu, Henri Saivet a doublé la mise pour Bursaspor à la 42e minute de jeu. Mais il fallait attendre le temps additionnel pour assister à la réponse de Pape Alioune Ndiaye et de Mbaye Diagne qui égalise avant que Fagouli ne donne l'avantage aux siens. Voilà, Sadio Mané, Talafal, actuellement, qui brille de mille feux. J'imagine que du côté de Denis, quand même, on est attentif à ce qu'il est en train de faire. Ben oui, on est tous contents. On est même à la limite très satisfait de ce qu'il est en train de réaliser. Et par rapport à ça, on lui découvre d'autres facettes. Donc aujourd'hui, on découvre un Sadio Mané comme attaquant, alors qu'on ne le connaissait pas du tout sur ce poste-là.
Et je pense quand même que c'est à l'honneur de son entraîneur, Jürgen Klopp. Ça prouve quand même qu'aujourd'hui, il n'y a que les entraîneurs qui peuvent au moins apporter une valeur ajoutée aux joueurs. Parce que Zidane l'a fait avec Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, on découvre Sadio Mané à ce poste d'attaquant-là. Donc ça devrait au moins faire plaisir Justement, ces rumeurs de transfert au Real Madrid ouais, sont bien perçus. Hein. On en parle. De toute façon, rien n'est encore fait. Il y a beaucoup de spéculations actuellement. Donc comme Sadio est sur un nuage actuellement, je pense quand même que si ça se fait, tant mieux pour nous et pour lui aussi. Hein, parce que je pense quand même que le premier gagnant, c'est lui qui va avoir son salaire revalorisé peut-être 2 fois plus ou 3 fois plus. Et tant mieux pour les bourses de son club formateur. Voilà. Absolument. Bamba, l'équipe nationale du Sénégal aussi doit se frotter les mains, même si quand même les joueurs qui font souvent de très bonnes saisons arrivent lessivés dans les compétitions internationales en fin de saison. Ben oui, c'est un risque. Hein. C'est un risque, disons, un risque heureux. Parce que le grand joueur, forcément, il est au service de son employeur d'abord, avant d'être au service de sa sélection. Après, je pense qu'il faut avoir l'intelligence de gérer des cas comme ça. C'est déjà arrivé en Coupe du Monde et je pense qu'on doit apprendre de l'histoire. En Coupe du Monde, il est venu lessiver. Quelle a été la stratégie qui a été mise en place pour lui permettre d'être dans le groupe, mais d'être en mode récupération? Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? C'est le moment d'interroger tout ça, parce que nous, tout le mal qu'on souhaite à Sadio Mané, c'est d'aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'en Champions League, finale Champions League, premier titre de championnat. Donc ça suppose qu'il va être dans les 65-70 matchs. Et c'est un être humain. C'est pas évident. C'est pas évident. Malal, quand même, on a l'impression qu'il est en train de s'affranchir de Mohamed Salah. Il n'est plus sous l'ombre de Salah. On peut dire ça. On peut dire que aussi c'est juste le réveil du gamin qui a toujours été mis sur les côtés. Et là, il a été repositionné par son entraîneur avec des consignes claires, jouer pour marquer. Donc, il fait parler son talent, il fait parler sa vitesse, sa puissance. Et c'est tout bénéfique pour lui, pour le Sénégal, pour tous les gens qui l'aiment. Prions pour que ça continue. Vous pensez également qu'il s'est affranchi de cet Égyptien qui est son partenaire en club, mais également son rival, notamment dans les distributions, dans les distinctions individuelles. Là, je pense qu'il a pris ses responsabilités sur le terrain en s'imposant comme un véritable leader. Parce qu'on l'a vu lors de la Ligue des Champions, en 8e de finale contre le Bayern. Il a prouvé l'étendue de son talent. Récemment en championnat, hier contre Fulham, il l'a démontré une fois de plus. Avec 17 buts, il est derrière Kun Aguero. Je pense actuellement il est sur une bonne dynamique. Et je pense bien que l'entraîneur du Sénégal devait le laisser à la disposition de son club actuellement. Parce que les 2 matchs là, amicaux contre Madagascar et Mali, bon, avec ou sans Sadio, je pense bien qu'on fera un bon résultat. Donc, vous pouvez laisser à la disposition de Liverpool. Il faudra gérer quand même son physique. Il devait le laisser à la disposition de son club. De l'histoire. L'histoire, c'est que en 2018, Sadio Mané a fait beaucoup de va-et-vient. Bon, après on dit, même après la qualification, il était quand même là, alors qu'il était sur d'autres tableaux. C'est ça qu'il faut faire. Quand on a un joueur d'exception de cette nature-là, qui joue dans un grand club, qui est sollicité donc par son club également, je pense qu'il faut une bonne intelligence pour voir... parce que les voyages, quand bien même parfois il voyage en jet privé, Liverpool met les moyens pour le faire voyager en jet privé, c'est quand même éprouvant. Et ça participe de ce qui va, en fin de saison, le mettre sur les rotules. Le Sénégal aura besoin d'un grand Sadio Mané pour aller au bout en Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlons d'une autre compétition, la CAN U23. On en est au sein des éliminatoires avec Joseph Koto qui a publié sa liste de 25 joueurs. Oui, Malal, Mayacine disait qu'il n'y avait qu'une seule liste, la deuxième vient de sortir pour cette double confrontation.
Joseph Koto, allez vous faut me déconcentrer les amis. Joseph Koto donc qui a convoqué 25 joueurs. Le gardien de but, il s'agit de Lamine Sarr, des gardiens Lamine Sarr, Idriss Ndiaye de Djambar, on a Ousseynou Cavin Diagne du Mans, Dominique Mendy de Génération Foot, Alioune Gueye de NGB, Khadim Diao de Génération Foot, Aliou Badji de Rapide de Vienne, Cherbambakan Smoua, c'est en Égypte, Ibrahima Niane du FC Metz, Jean-Jacques Ndeki de l'Allemagne, Ibrahima Ndiaye de l'Égypte, Falindao de Teungueth FC, Pape Hassan Boud de Getafe en Espagne, Souleymane Ao de CAS Open en Belgique, Ndiagayad de Génération Foot, Ousseynou Niang de Djambar, Youssouf Badji Casasport, Formose Mendy de Darussalam, Moussa Ndiaye Aspire, Hassan Djoussé de Kibo Véron, Hassan Djoussé qui descend d'un cran pour aider ses amis, Ousseynou Ndiaye de Lyon, l'ancien de Dakar Sacré-Cœur, Mamadou Lamine Danfa du Casasport, Mortalinguer de Gorée, Albert Diène du Diaraf et Mohamed Diop de Dakar Sacré-Cœur. Alors là, on voit que deux générations de joueurs, je ne sais pas, d'équipes qui se rencontrent. L'équipe U20 de Koto qui avait fait la finale et l'équipe U20 de Youssouf Dabo. En même temps, on voit qu'il y a, je ne sais pas, un bon mélange qui devrait... Oui, donner quelque chose, parce que Koto l'avait déjà annoncé. Joseph Koto avait déjà dit qu'il allait au moins prendre de ces garçons-là, parce qu'il avait vu qu'il avait de la qualité, et donc il ne va pas s'en priver non plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre génération, celle d'Ibrahima Niane et tous qui étaient déjà là avant, et qui reviennent quand même. Et c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de briller de mille feux partout sur le plan africain. On a de la qualité. Maintenant, le problème, c'est comment gérer ces garçons-là. Comment faire, par exemple, de passer de transition à une autre génération sans pour autant les perdre de vue. Parce qu'en général, on a vu souvent qu'on a perdu de vue certains garçons qu'on avait complètement oubliés et qui peuvent apporter. Parce que je pense quand même aujourd'hui, le travail qui doit être fait, c'est de pouvoir recenser le nombre de jeunes joueurs capables de jouer en équipe nationale du Sénégal. Même ici, sur le plan local, il y a encore des possibilités, mais il ne faut pas non plus refuser de prendre ceux qui sont à l'étranger et qui peuvent apporter le plus qu'il faut à cette équipe. Bamba, certains observateurs, y compris même sur ce plateau, se sont plaints des absences de Crépin Diatta et du gardien Dialli, mais quand même on se rend compte qu'il y a de la qualité en abondance dans cette liste de Joseph Koto. Absolument. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a de la qualité. Après, vous savez, au Sénégal, quand on fait une liste, tout le monde fait sa liste. Donc on vous diront, oui, Crépin et... comment il s'appelle? Pabali Ndiaye. Oui, Pabali, ils devraient faire partie du groupe parce qu'ils ont l'âge, ils sont en dessous de 23 ans. D'autres vous diront oui, mais bon, ils ont quand même déjà assez fait leur preuve et qu'on a peut-être besoin de les voir avec l'équipe nationale A pour éventuellement voir la possibilité de les intégrer. Bon, ça c'est des petites discussions qui, à mon avis, ne devraient pas se faire sur la place publique, mais bon, devraient se faire sous la direction du directeur technique national qui devrait avoir dans les normes la main sur les différents sélectionneurs, et ça devrait faire l'objet d'un atelier interne pour voir qui va où et pourquoi. Ah, mais quand même, c'est la sortie de Koto qui a... Oui, mais s'il est sorti, c'est parce que quelque part, peut-être, ce travail-là n'a pas été fait ou n'a pas été fait à temps. Ensuite, je voudrais terminer par là. Moi, en tout cas, je suis très heureux de voir qu'un garçon comme Ibrahima Niane, qu'on n'a pas revu en sélection depuis longtemps, qu'il est parti monnayer ses talents à Metz. Après avoir été meilleur buteur, tout ça du championnat, moi je suis très pressé de le voir à l'œuvre. Et il revient avec son compère Aliou Badji. Absolument, d'autant plus que c'est un garçon que même certains s'étonnaient de ne pas voir en équipe nationale A. Donc voilà, je pense qu'il a toute l'occasion de montrer ce qu'il faut. Malal, quand même, vous continuez à penser que Crépin et Dialli
devrait figurer. Oui, mais ça, c'est dit, c'est ma conviction. Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Ouais. Koto, qui a été amputé de 2 jours, qui aurait pu lui amener beaucoup de choses face à la Guinée, a pu trouver un savant mélange avec des jeunes joueurs qui ont montré leurs preuves. Et connaissant le savoir-faire de Koto, connaissant le talent de ces gamins-là, on a foi en cette équipe nationale du Sénégal. Et on prie pour qu'elle batte à l'aller comme au retour la Guinée pour se qualifier directement. Et justement, l'entraîneur de la Guinée qui a annoncé la couleur qu'il veut battre le Sénégal à l'aller comme au retour, ça veut dire que ça s'annonce extrêmement difficile, cette double confrontation. C'est un derby entre Sénégal, Guinée, Sénégal, Mali, c'est toujours des matchs passionnants. Donc c'est à l'équipe du Sénégal d'aller chercher, de faire là-bas un résultat positif et de s'imposer ici à Dakar ou bien à Thiès, peu importe le stade où on jouera. C'est un groupe de jeunes joueurs qui font actuellement un bon championnat, comme Ibrahima Niane, il brille actuellement avec Metz. Il y a d'autres joueurs comme Hassan Djoussé qui est en train de se relancer en Italie. Donc c'est un bon groupe qui peut faire un bon résultat et aller chercher cette qualification. Voilà, des finalistes de Coupe d'Afrique des Nations quand même regroupés au sein d'une même liste. Malal, nous parlons à présent de Ligue 1 avec vos cousins Samba-Linguère, vos amis Samba-Linguère qui se sont réveillés ce week-end. Après 4 défaites consécutives, ils ont enfin gagné. Les joueurs de la Linguère de Saint-Louis ont battu ce week-end l'équipe de Dakar Sacré-Cœur au stade Mouadouad sur le score de 2-1. Ousseynou Diop et Habib Seck étaient sur place. Après 4 défaites consécutives sans le moindre but marqué, la Linguère a renoué avec le succès suite à sa victoire sur Dakar Sacré-Cœur 2-1. Une histoire de pénalty a agrémenté la première mi-temps. Suite à une contre-attaque rondement menée, les Dakarois vont obtenir un pénalty qui sera repoussé une première fois par le gardien de but saint-louisien Moussa Soukouna. Mais l'arbitre Kessoua Abdoulaye Anne, après plus de 20 minutes d'arrêt, va refaire exécuter la sentence qui cette fois-ci sera transformée par Alassane Ndao. À la 25e minute, Philippe Louis-Henri Gassi va à son tour bénéficier d'un penalty généreux pour l'égalisation. Un but partout. Plus entreprenant, les Saint-Louisiens vont marquer un deuxième but à la 70e minute. Sur un très bon centre de Mohamedou Diop Kishi, que Kader Fall va reprendre magistralement pour marquer. Cette fois-ci, c'est la bonne. La Linguère gagne à domicile 2-1. La réussite, hein. C'est les buts, on a mis les buts parce que depuis le début, je vous le disais, il y a le contenu, mais il n'y a pas la réussite. Aujourd'hui, il y a la réussite et il faut qu'on prie pour que ça perdure. L'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur, très remonté contre l'arbitre, n'a pas digéré le long arrêt de jeu consécutif au penalty. Linguère a joué avec ses armes et nous a mis en difficulté. J'ai rien à dire là-dessus, bravo à eux. Par contre, je suis scandalisé, je pèse mes mots, je suis scandalisé par l'arbitrage, par ce qui se passe autour, par les conditions. Moi, vous savez, je suis venu ici pour aider le football sénégalais. Je ne suis pas venu ici pour gagner de l'argent. Je suis venu aider pour faire progresser le football sénégalais. Mais quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, je suis un peu écœuré parce que l'épisode du penalty, je sais pas, j'étais loin, mais moi je me permettrai jamais de faire ce genre de choses. L'arbitre arbitre, laissons-le arbitrer, mais ce qui se passe après 15 minutes d'arrêt pour un penalty, alors que je sais pas, il y a but, il n'y a pas but, j'en sais rien. Mais le football, c'est pas ça pour moi. Avec cette victoire, la Linguère réduit l'écart qui le sépare de son devancier immédiat, 13e avec 16 points. L'équipe Fagnon est à 1 point du 12e, Niaritali. Malal Junior Diagne, les résultats de cette 17e journée. Avec l'US Gorée qui a battu Ndiambour 2-0. Pikine qui concède le nul sur cette terre face à Tenguedef, c'est 1 partout. MPC qui va battre la Sonacos à Kaolack 2-0. 0 partout entre le Casasport et l'équipe du NGB Niari Tali. Le Stade de Mbour, Génération Foot, 1 but partout. La Linguère, on vient de le dire, qui a battu Dakar Sacré-Cœur 2-1. Et le Giraffe, tenu en échec par la S-Douane, 0 partout au classement. Génération Foot est leader avec 32 points. Tenguedef FC 2e avec 27 unités. Pikine 3e avec 26 points. En bas de tableau, la Linguère et Sonacos sont relégables. Ah, t'as là en route pour un 2e titre de champion? Bon, pas trop vite pour le Vous voulez moment. pas vous mouiller, On est là. On essaye de réaliser quelque chose en fin de saison, surtout qu'on a cet objectif-là de retourner en Afrique. Maintenant, peu importe, hein, que ce soit en championnat ou en Coupe du Sénégal, on est encore en course. Donc rien n'est encore fait et donc on ne peut pas créer victoire pour le moment. On suit notre bonhomme de chemin
Et on verra bien ce que ça va donner, parce que pour le moment, il y a encore 12 journées à tenir. 12 journées avec des équipes qui se Donc, réveillent. on a un match retard, certes, mais bon, on va essayer de consolider notre avance. Voilà, notre dossier de ce lundi est axé sur les difficultés que rencontrent les acteurs du football local, la précarité, les limites du mécénat avec les retards de salaire, l'absence de sponsors, autant de facteurs qui plombent la bonne marche du championnat professionnel. C'est un sujet signé Mamadou Ndiaye et Khadim Sissé. Parler de salaire des joueurs dans le foot local, un sujet tabou. métti woon na trop ñun tamit ñu nekk ay lion muñ. souvent dañuy discuter entre joueurs xam nga joueur boo xam ne mi ngi ci club bële kii nekk ci club bi des fois dañuy jékki-jékki xam nga booy affaire yi temps yi dafa dëgg ñu fayeegul ñu ba tey wala affaire yooyu noonu des fois xam nga c'est dafay métti pour dégg. À la création de la Ligue Pro en 2009, il avait été écrit que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devraient employer au maximum 25 joueurs. 18 devraient avoir un salaire minimum de 75 000 francs CFA. Les 7 autres joueurs devraient toucher au minimum 50 000 francs CFA. 10 ans après, difficile d'avoir l'évolution des choses sur le plan financier. Mais une chose est sûre, certains joueurs ont vécu les retards de salaire allant de 3 à 9 mois. man dund naa ko ak AS Pikine ñu toog am foofu ay arrêt salaire yu bëri. on a su xam nga galérer ay 6 mois affaire yooyu noonu pour xam nga amuñu salaire quoi, mais ci loolu noonu yëpp ñun tamit amoon nañ mental boo xamante ne nii bon certes métti woon na trop ci ñun parce que boo xoolee da ngay entraîner wala weer dee yow xam nga war a faj yenn soxla yi affaire yooyu noonu doo ko gis wala xam nga mais ci galère boobu noonu yëpp ñu ngi ko doon gérer quoi, mais ñun xam nañ ne métti woon na trop quoi te ci ère professionnelle surtout championnat professionnel je pense que loolu noonu war na mën a bañ a ñàkk quoi. xamul ku ko dund mais da ngay xool yàgg na wala yàggul. y a un certain moment douane dundoon na fi lool mais aussi tamit gëj na fi quoi aussi di gëj na fi depuis gëj na fi trop quoi. Le foot local n'attire pas les sponsors, le manque de moyens est criant. Le mécénat atteint ses limites. war nañ wane que ni tamit au moins war nañ bokk ci di développer le football bi parce que boo xoolee sponsor tey par exemple ma ne Gorée bu amoon 5 sponsors AS Pikine am 5 wala 4 et consorts donc da ngay xam ne kon après da ngay gis beneen image du football professionnel bu Sénégal. sponsors yi je vois ñoo war a ñëw jàppale football bi daal ku si mel ne ay Orange bëri nañ fi tout ku lim na ngay juum. yaakaar naa sponsor yi ñoon jàpp si championnat bi kon benn président club du am ay problème fay sa jour. boo nee professionnalisme rek xëy na peut-être lépp war a nekk à temps moom même si tout n'est pas rose mais am na benn moment boo xam ne si ère professionnel tamit aussi les dirigeants ñoom war nañ wane benn xarañte boo xamante ne tey jii nii ne même buñ la fayul le 5 le 7 au moins le 10 sax xam nga ñu jéem a reyante ba fay la parce que ci loolu noonu ngay mën a dundee ci la ngay mën a jàppale say waajur. non rek xam nga équipe day toll foo xamante ne organisation la laaj si on dit organisation mu ngi déparé si kaw léegi dirigeants yi nga xamante ni ñoo fi nekk depuis quelques années ça fait des mois yoo xam ne ñoo fi nekk ñoom ñoo toog seen biir réunion xool li xamante ne nii moo daan gàllankoor ñu dindi ko fi xool li nga xam ne moo leen daan avancé ñuy jàpp ko si depuis foofu namit après wàcc si staff bi après wàcc si joueur. Jouer un championnat pro, un rêve pour certains, un tremplin pour d'autres qui ambitionnent de découvrir d'autres cieux pour s'assurer un avenir radieux. Voilà les problèmes du foot professionnel. Je pense que ce qui nous a donné l'idée de faire ce dossier, c'est surtout les problèmes à Lingard de Saint-Louis Madal, quand même où il y a eu des problèmes, des retards de salaire. Et ça impacte sur les résultats puisque cette équipe a enchaîné 4 défaites. Talafal, ce football en Ligue 1 sénégalaise, ce football professionnel, est-ce qu'il est ou bien il ne l'est que de nom quand on voit toutes ces difficultés? Je pense qu'au niveau de la Ligue Pro, le président CRSEC a eu l'honnêteté au moins de dire quand même qu'ils sont en difficulté. Et aujourd'hui, si on devrait respecter le cahier des charges au niveau de la Ligue Pro, je pense que beaucoup d'équipes seraient rétrogradées en national. Je ne dirais même pas passer de la Ligue 1 à la Ligue 2, mais en national. Donc, le retard des salaires, c'est quelque chose qui est là, qui existe. On ne peut plus se voiler la face. Tu rencontres des garçons qui vont te dire, écoute, moi je suis là, mais bon, j'arrive pas à gérer ou à régler mes petits problèmes.
qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, c'est comme si te demandais, si demain vous avez besoin de moi, AGF, venez me voir, quoi. Je suis ouvert à discuter avec vous. Mais je pense quand même que c'est depuis 2009, on devrait pouvoir s'asseoir pour faire au moins un état des lieux. Parce que ça fait 10 ans que le football professionnel existe au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens. La preuve en est qu'aujourd'hui, le Sénégal a eu à recevoir au moins de l'argent de la Coupe du Monde. La Ligue Pro n'en demande que 250 millions sur des milliards aujourd'hui qui sont disponibles au niveau de la Fédération sénégalaise de foot. Qu'on sorte au moins une partie de cet argent-là, donné à des clubs pour pouvoir au moins régler des problèmes. Parce que, en fait, la qualification de l'équipe nationale dans les compétitions internationales, ça vient des joueurs. Ce n'est pas avec un projet de vouloir construire des ligues régionales dans tout le pays qui va régler notre problème. Mais ça, tu le fais, tu vas régler un problème ponctuel. Mais quand même, pas dans la durée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mémo qui va être présenté au président de la République pour lui dire l'accompagnement qui s'y est aujourd'hui au foot professionnel. Je pense qu'on a fait, ou j'ai cru voir qu'il y a un diagnostic qui a été fait, un document qui sera présenté aux autorités étatiques pour leur dire exactement ce qu'il en est et ce qu'il faut faire. Parce que l'État aussi, en 2009, avait pris l'engagement d'accompagner les clubs professionnels. Et c'est l'État qui avait obligé les clubs à se rendre professionnels. Et donc, à partir de ce moment, je pense quand même que l'État devrait pouvoir au moins accompagner ces clubs-là. Parce que le mécénat n'existe plus. Les présidents de clubs, ils tirent le diable par la queue. Ils n'en peuvent plus. C'est des gens qui aiment le foot, c'est des amoureux de foot, mais aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais c'est ça la réalité. Donc, oui, mais Bamba, ces présidents de clubs qui sont souvent au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus de payer les charges d'un club, mais quelque part, on dirait que nos clubs ne se sont pas réinventés. Ils sont entrés dans ce monde professionnel sans pour autant faire le strict minimum. Oui, quelque part oui, mais bon, cela n'occulte pas le fait quand même que pour la plupart d'entre eux, pendant plus de 10 ans, ils ont quand même fait des efforts incommensurables. La plupart du temps en tirant de leur propre poche, ou en tout cas des poches qui leur sont proches. Après, ce qu'il faut, c'est peut-être, oui, il faut repenser le modèle. Parce que moi, je pense que des équipes qui sont des équipes de région, qui représentent toute une région, s'ils réfléchissaient un peu, à mon humble avis, et s'ils mettaient en avant quelques petites idées de merchandising ou en tout cas d'identification au club, en vendant des maillots, etc., je pense qu'ils auraient pu avoir au moins une partie des ressources qui leur permettraient après de pouvoir au moins payer le minimum. Mais après, au-delà de ça, je pense que l'État du Sénégal également doit accompagner ces clubs-là, ne serait-ce que dans un premier temps, de façon directe, puis de plus en plus de façon indirecte. Parce qu'on l'a vu en Afrique, que Gabon, les exemples sont là, à foison. À chaque fois, l'État a subventionné directement les clubs, au moins pour les 5 premières années. À un moment donné, ce championnat quand même... et puis après, lorsque les gens mettront en place un spectacle qui est vendable et qui est vendu, ça permet ensuite à l'État de se désengager progressivement, parce que aussi, il faut le dire, l'objectif de l'État, c'est peut-être, oui, de faire la promotion de l'emploi, etc. L'objectif de l'État, ce n'est pas aussi de prendre l'argent public et de le mettre dans des institutions privées ad vitam aeternam. Parce que sinon, le commerçant qui crée un truc va demander la même chose, etc. Toutes les autres entités, toutes les autres entreprises pourront demander la même chose. Donc je pense que c'est une volonté que l'État doit mettre en avant en mettant la main à la poche pendant un certain temps. Mais le retour, c'est que les clubs doivent s'engager aussi, chacun à mettre en place un modèle économique viable. Parce que l'État ne peut pas continuer, par exemple, à donner 50 millions à chaque club. Justement, Malal, quand même, je pense que ça, c'est un sujet qui vous a toujours tenu à cœur, l'organisation de non-clubs professionnels, semi-professionnels. Je pense qu'ils n'y sont jamais été, quand même. Ben oui, on est toujours dans la façon de faire d'il y a 20 ans. Nos clubs sont gérés par un comité directeur, avec des membres du comité directeur qui cotisent à chaque réunion 5 000 ou 10 000. Quand il y a des matchs, on demande à Morbassine de parrainer le match. Ça ne peut pas prospérer. On est professionnel, on va chercher les moyens de sa politique. On va chercher à avoir de l'argent. Et la première structure à aider ce football professionnel-là, c'est la fédération.
Parce que ce qui a amené le football professionnel est né d'une crise du football sénégalais de manière générale. Après, on a discuté pour mettre ça en place. La fédération disait il y a 2-3 ans, on n'a pas les sous pour accompagner. Au jour d'aujourd'hui, la fédération sénégalaise est milliardaire. Et oui, c'est la vérité. Mais c'est la vérité, Bamba. Même si c'est 5, même si c'est 2. Ils ont déclaré officiellement qu'ils avaient 4 milliards dans leur caisse. Même si c'est 2, c'est des milliardaires. 4 milliards, déjà, si tu donnes 250 millions à chaque ligue, c'est 500 non, millions. on ne demande pas de donner 250 millions. La Ligue Pro a des dettes aujourd'hui, que tout le monde sait. Parce que aujourd'hui, par exemple, on nous doit 30 millions. Voilà. Déjà. On doit au Jaraaf 20 millions. On doit au Guédiawaye Football Club 10 millions. Donc, et tant d'autres. Et des dettes comme ça. Et donc, ça ne peut plus prospérer. Et ça n'aide pas ces clubs pas qui tirent le diable par la queue. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, même le président de la Ligue football professionnel l'a dit, lors de la rencontre avec le candidat président, il avait dit que le football était en train de tirer le diable par la queue. Et il avait plaidé pour que l'État du Sénégal vienne aider le football professionnel. Encore une fois, moi je dis oui, je suis d'accord pour que l'État aide le football professionnel pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va créer des emplois, ça va les consolider. Ensuite, ça va créer de la paix sociale, etc. Parce que les week-ends dans les régions, ici à Dakar, peut-être on a plusieurs activités. Mais quand tu vas à Diourbel, un week-end sur deux, quand Diourbel joue, quand la Sonaco joue à Diourbel, bon, maintenant même le stade est bizarre, on joue à Kaolack, mais c'est de l'activité, c'est des gens qui sont là, etc. Donc, c'est ce que pour ça, et ensuite pour développer notre football, on a besoin d'avoir un football professionnel fort. Maintenant, le football professionnel fort, c'est le piège dans lequel moi je ne veux pas tomber. Il ne faut pas aussi qu'on fasse croire que c'est à l'État de prendre en charge ad vitam aeternam le football professionnel. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est que l'État doit t'accompagner parce qu'aujourd'hui les gens sont essoufflés. L'État, pour moi, doit prendre de l'argent public parce que de la même manière qu'on fait de l'aide à la presse, là, on peut faire de l'aide au football. Absolument. On prend 300 millions, 400 millions annuels, on donne au football selon des critères définis pendant un certain temps. Après, maintenant, il faudra accompagner ces clubs-là à mettre en place également des parce que, écoutez, moi, je prends l'exemple d'un club qui est non seulement dans un département, chef-lieu de département, mais qui est dans toute une région. Un club auquel s'identifie au bas mot 300 000 Sénégalais majeurs, qui peuvent au moins mettre chacun 2500 francs pour acheter un maillot. Etc. Je suis allé en Europe, j'ai vu des gars porter fièrement le maillot de l'AS Pékin. Et ils m'ont dit ils l'ont acheté à tel, etc. Voici des méthodes qui doivent permettre d'abord de faire des rentrées d'argent, mais surtout qui doivent permettre de régler le deuxième problème, le problème du sponsoring. Parce que le sponsor, il vient chez toi, pourquoi? Il ne vient pas parce que tu es en Casamance, je m'appelle... Déjà, il faut trouver un diffuseur qui diffuse correctement. Ça, c'est autre chose, parce que le sponsor, il n'est pas... Bon, écoutez, on est dans le milieu quand même. Le sponsor, il y en a qui sont intéressés par l'exposition médiatique, méga. Il y en a d'autres qui sont intéressés par l'instant de communication que constitue le match. Et l'avant-match et l'après-match. Si vous regardez bien, par exemple, la dernière fois, on a lu un exemple très concret sur ce cas-là avec le Sénégalais qui travaille au Stade Rennais. Si vous avez lu, vous comprendrez que c'est ça. Aujourd'hui, je donne un exemple simple. Casamance, c'est une eau qui est produite en Casamance. Le Casasport, c'est une équipe de la Casamance. Il faut que les gens trouvent les moyens de les linker de façon durable. Ils y sont déjà. On te parle de... Il y a des compagnies qui sont là-bas, il y a des entités de tourisme, etc. Ça, c'est pour ce club-là. Pour la ligne de Saint-Louis, il y a combien d'entités qui sont à Saint-Louis? Si chaque entité mettait 10 millions, ou on n'a pas besoin d'avoir forcément 150 millions. Chaque entité met 10 millions, 15 millions, etc. Des offres taillées sur mesure pour avoir telle chose. Et puis, la somme fera que la Linguère va avoir une il faudrait d'abord que les clubs donnent des gages de transparence pour la traçabilité. Mais attendez, je vais faire réagir Bassine quand même. Depuis longtemps, il n'a pas parlé. Alors, comment sortir de cette situation? Est-ce que sponsoring dont on parle, tout cela peut régler cette histoire de crise dans ce football? Et il y a un autre paramètre aussi qu'on voyait, mais qu'on ne voit plus, à part des équipes comme Génération Foot, Diambar, c'est la vente, des grosses ventes du temps de la Jeanne d'Arc quand même. Vous voyez que du Jaraaf également, vous voyez que les clubs vendaient très cher et ça permettait aux clubs de survivre avec cet argent. Mais ce n'est plus le cas, à part ces académies qui produisent.
D'abord, je vais rebondir sur l'organisation de nos clubs. C'est l'organisation de nos clubs, de certains clubs sénégalais qui posent problème. Par exemple, si tu cites Djamba, si tu cites Génération Foot, il y a ces deux clubs-là, peut-être au Sénégal, qui respectent les normes européennes ou bien occidentales en matière de gestion, de vente de joueurs, mais aussi de financement. Tu prends nos clubs traditionnels comme Jaraaf, Niary Tally, Casa Sport et autres, mais qui sont derrière ces présidents de clubs? Est-ce que ces gens-là sont bien formés? D'abord pour aller trouver des sponsors, chercher des financements, mais aussi mettre tout ce qu'il faut pour permettre à leurs joueurs, non seulement d'être dans de bonnes conditions, mais aussi de pouvoir former des talents, de les vendre dans le futur. Est-ce que cela existe dans ces clubs-là? C'est rare de les voir. Autre chose, tu parles de la formation. Actuellement, on voit au Sénégal, à part Génération Foot, Djambar, Dakar Sacré-Cœur, peut-être Aspire, est-ce qu'il existe d'autres centres de formation? Est-ce que nos clubs traditionnels ont des centres de formation? Ont des centres de formation. Ont des centres de formation, ça n'existe plus. Les charges supplémentaires. Ça n'existe plus. Mais pour tendre vers ce professionnalisme-là, pour avoir un football professionnel fort, il faut des infrastructures. Nos clubs n'ont pas d'infrastructures. Non, rien. Parce que en Europe, il y a des exemples. Des équipes comme le FC Porto, des équipes comme l'Ajax, ils vivent de la vente de ces joueurs. Mais vous, chez vous quand même... Mais moi, je vais faire même une petite rétrospective. Parce que quand on parle d'infrastructures, par exemple, la Jeanne d'Arc a disparu dès l'instant qu'on a construit Dakar Sacré-Cœur sur ce site. Ouais. Le Jaraaf formait des joueurs à l'école Médina. Donc, avait la possibilité de voir des garçons grandir avec l'école Asdiak. Donc, c'était des garçons, il y en a plein, des Chersek, des Souleymane Ali, les Amadou Diop Konom. Ils ont tous été formés par ce vieux, le frère de tonton Lamine Diak, Asdiak. Donc, tous ces garçons-là ont fait des écoles, ont appris les fondamentaux et après, ils étaient beaucoup plus faciles de les vendre. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est produit? Ces clubs-là n'ont plus de terrain d'entraînement. L'US Gorée s'entraînait au stade Assane Diouf. Le stade Assane Diouf a disparu. Donc, voilà. Donc, du coup, ils étaient à la rue. Ils étaient tous en train de se chercher un terrain pour s'entraîner régulièrement. C'était maintenant la location au stade Demba Diop. On est professionnel et on n'a même pas de terrain pour s'entraîner. Donc, tu loues un terrain pour 2 heures de temps. Et en plus, le garçon, il s'entraîne peut-être même à partir de midi jusqu'à 13h30 pour rentrer chez lui. Il a des problèmes de manger, de transport. Le salaire n'est pas régulier. Donc tout ça, c'est des choses qu'on devrait au moins remettre sur la table. Parce que si aujourd'hui, il y a les centres de formation qui commencent à pulluler un peu partout dans le Sénégal ou des écoles de foot, ce n'est pas pour rien. Parce que la nature a horreur du vide. Il n'y a plus de formation. Maintenant, les académies, les centres de formation ont pris la place. Et donc, du coup, ce sont eux qui sont plus habilités à former, à produire des joueurs qu'on peut au moins exporter. Et c'est ça aussi le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer un football sans infrastructure réelle. Et surtout cette situation de précarité, ça pose problème dans la vente des joueurs. Par exemple, si vous prenez un joueur brésilien que vous prenez dans le championnat brésilien, un joueur que vous prenez dans le championnat sénégalais, même s'ils ont un talent pareil, égal, similaire, c'est sûr que l'autre va multiplier son prix par 10 parce qu'il joue dans le championnat brésilien. La réalité, elle est triste, mais après, à qui la faute? Aujourd'hui, le club brésilien de 4e division est mieux structuré que le meilleur club du Sénégal. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est un problème de fond. Il y a plusieurs, à mon avis, plusieurs sous-thèmes qu'il faudra régler. D'abord, il faut savoir de quel type de football professionnel nous voulons. Est-ce que nous pouvons avoir un football professionnel à 14 équipes ou est-ce qu'on doit resserrer et être dans un football professionnel à 10 équipes, par exemple? Parce qu'on s'est levé, on a dit, ouais, 14 équipes. On aurait pu peut-être s'arrêter à faire comme en Écosse, où il y a un petit championnat avec 12 équipes, je pense, si je ne me trompe pas. 12. En tout cas, ils ont un nombre d'équipes très, très réduit. Ça, c'est un problème. L'autre problème, comme on l'a dit, on ne parle de clubs traditionnels, de clubs non traditionnels. Il y a des clubs traditionnels, la plupart, ils ont refusé de faire la transition. Aujourd'hui, les clubs dakarois, ils peuvent toujours te dire oui, on n'a plus d'espace, en tout cas on l'a vendu, ou en tout cas c'est pas truc. Mais les clubs de région, est-ce qu'ils n'ont pas de problème d'espace? Mais ils se contentent de rester dans le stade régional
d'y entraîner, d'en faire leur entre. C'est la gestion. Et pourtant, ça ne leur appartient pas. C'est la gestion. Rien ne les empêche aujourd'hui d'avoir, de prévoir de l'espace, de mettre 2 ou 3 petits terrains, même s'ils ne peuvent pas mettre les autres infrastructures. Au fur du temps, ça va venir. Vous savez... Ensuite, l'autre problème, est-ce que tu penses qu'un modèle économique axé uniquement sur la vente des joueurs est un modèle viable? Quand on sait que c'est très aléatoire. Oui, mais quand même, vous pouvez rester 5 ans sans produire un joueur de qualité. Ou bien vous en produisez et puis il ne fait pas les étapes nécessaires. Oui, mais de ce côté-là, c'est parce qu'il faut quand même ce modèle-là pour le mettre en place. Il te faut une équipe de grande qualité. Quand bien même il ferait les étapes nécessaires, on en discutait tout à l'heure en off, si le joueur il reste dans le championnat de France, son premier transfert, ok, il continue, il reste toujours dans le championnat de France. Le club formateur africain, il est oublié. Les 5% dont on parle là, c'est fini. Tant qu'il ne bouge pas. Tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser le modèle professionnel du football sénégalais, de façon globale. Après, ce n'est pas pour mettre en place une formule unique, parce qu'il y a toujours des variables qui dépendent etc. Mais je pense qu'il faut fondamentalement le repenser. Ne pas seulement considérer que c'est la vente des joueurs qui va amener de l'argent, ne pas seulement considérer que c'est les sponsors qui vont amener de l'argent, ne pas seulement considérer que c'est les ventes des billets et autres merchandising qui vont amener de l'argent, mais considérer que c'est un tout. Et maintenant, selon chaque sensibilité, selon chaque club, développer des axes forts et des axes moins forts. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Mais ça, ce n'est pas... Nous, on ne peut qu'émettre des idées. Ce sont les présidents de clubs qui doivent prendre... Malal, pour terminer sur le débat, quand même, on dit qu'il y a un ami Doudou Gueye qui me fait signe que les clubs professionnels peuvent au minimum avoir 18 joueurs au minimum et 40 joueurs professionnels maximum. Si tu as des difficultés quand même à payer les salaires, tu essaies de te limiter à 20, 22 joueurs. Oui, mais le premier problème, et pour moi, c'est une bizarrerie au Sénégal. En début de saison, vous voyez, les gens vous disent, on a un budget de 100 millions. Et après 4-5 journées, on dit on n'a pas payé les salaires. Mais ils sont où? Ça veut dire qu'ils projettent de dire, ouais, on va faire tel. C'est pas de l'argent attendez. Parce que quand on dit on a un budget de 100 millions, il faut au moins avoir le quart, au moins, dans les caisses. Non. Oui, non. Bamba. Le budget, c'est comme le budget du Sénégal. Au début, quand on voit le budget du Sénégal, il n'y a pas 100 milliards. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le budget du Sénégal, c'est pas pareil. Quand tu vas jouer un championnat, tu sais qu'il te faut faire une préparation hivernale, ça te coûte des sous. Il te faut acheter des joueurs, ça te coûte des sous. Il faut les maillots, il faut tout. Avant d'engager les choses, tu dois avoir le minimum dans tes caisses. Mais tu vois des équipes qui commencent le travail avec 100 000, avec 1 million. Ça ne peut rien faire. Et des clubs qui s'endettent. Et des clubs qui s'endettent. Ensuite, après on va donner aux supporters. Après on va donner aux supporters. On va dire il faut aller faire des quêtes par ici par là. Non, il faudrait que nos dirigeants. Laisse-moi finir sur ça. Il faudrait que nos dirigeants sachent que les clubs qu'ils ont sont des sociétés. J'ai un club, on joue au foot. Je mets en place une activité de transport, de commerce, d'autres choses qui me rapportent des sous pour financer le foot. Mais les poches ça ne peut pas régler l'affaire. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas une police des finances à l'image de la DNCG en France? Il y a une direction nationale de contrôle des gestions. C'est prévu, je pense, dans les textes au Sénégal. Oui, maintenant, si tu le mets en application, tu vas te retrouver demain avec un championnat à 4 équipes. Mais encore faudrait-il dire que l'État avait pris l'engagement. Ça, les gars, il ne faut pas l'occulter. L'État avait pris l'engagement de donner à chaque club, au bas mot, 50 millions d'accompagnement. Maintenant, ça c'est des engagements de l'État. C'est l'État qui les a poussés. Le décret est là. C'était du temps de M. Youssou Ndiaye. C'est pas des choses que l'on invente. On a poussé parce qu'il y avait le comité national de normalisation qui était là. Et c'est après ça qu'il fallait faire la transition. Donc aujourd'hui, quand même, qu'on se le dise, l'État avait pris un engagement par rapport au football professionnel sénégalais. Dans les autres pays, comment ça se passe? Nous, est-ce qu'on doit pouvoir rivaliser avec les équipes marocaines? Non. Ils ont 600 000 euros de subvention du Royaume. Ils ont un stade, ils ont 2 bus à leur disposition. Quand tu vois, c'est la fédération qui prend en charge. Et des supporters qui savent. Et c'est des supporters qui sont bénévoles. Qui assistent le club de manière bénévole. Qui ne te demandent pas un sou.
qui contribuent. Donc, de manière directe ou indirecte, mais ils le font. Donc, à partir de ce moment, même si les clubs sont structurés, alors qu'ils n'ont pas d'accompagnement pour pouvoir au moins démarrer, parce qu'il y a des salaires, c'est des garçons qui sont là, qui ont choisi d'être footballeurs professionnels. Et on leur doit un salaire. Si aujourd'hui on devrait faire un contrôle de gestion au niveau des clubs, beaucoup de clubs aujourd'hui auraient fermé boutique. Voilà. Parce que les garçons ne sont pas payés régulièrement. Voilà. On va finir donc ce débat, sinon on va passer la nuit à en parler. Il nous reste le basket. Mais avant ça, on va parler de ce centre Del Bosque qui souhaite l'acquisition d'un terrain. C'est pour construire une académie de football en collaboration avec la fédération espagnole. On écoute les explications de l'un des membres du centre au micro de Salif Sow. Les images le montrent, nous nous entraînons sur une pelouse un peu difficile à pratiquer. C'est sableux, il y a trop de sable et on sait que les Parcelles Assainies longent la mer, ce qui fait que les terrains sont très peu praticables. Maintenant, notre souhait le plus ardent, c'est d'acquérir un espace où nous pouvons ériger notre centre d'entraînement. Nous avons acquis des partenaires espagnols qui ont pris l'engagement écrit en ayant envoyé une correspondance à l'ambassade d'Espagne au Sénégal et certaines institutions qui sont ici établies et dont nous détenons une copie, qui se sont engagées à nous financer pour qu'on puisse ériger notre école de football en centre de formation où il y aura un internat. Là, la difficulté majeure, c'est d'acquérir de l'espace. Et nous en profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de l'État du Sénégal, le président de la République, son épouse Marième Faye, le ministre des Sports et tous ceux qui peuvent nous aider dans ce sens pour qu'on puisse obtenir un terrain de quelques hectares où nous pourrons ériger notre école de football qui va comprendre un complexe sportif. Il y a aussi un bloc éducatif où nous allons ériger une école parce que nous faisons de l'esport-études, mais aussi il y aura un bloc sanitaire avec un centre de santé et éventuellement un mini-stade. Donc ce projet ambitieux pourra résorber aussi le problème de l'employabilité des jeunes au Sénégal. Donc c'est une logique d'innovation et une logique de performance, mais aussi de lutter contre le phénomène des enfants de la rue et de permettre aux jeunes talents de mieux évoluer. Du basket à présent, Malal Junior Diagne, les Lions du Sénégal qui connaissent leurs adversaires pour le mondial en Chine. Ils vont affronter dans cette phase 2 pour la Lituanie, l'Australie et le Canada. Ce sera donc les équipes qui vont se dresser sur le chemin du Sénégal dans cette poule H qui sera basée où, Basile? À Dongan, si je ne me trompe pas. À Dongan, il y aura un autre problème en Chine. Ce sera le nom des villes et des gens là-bas. Et pour l'instant, donc, après le tirage au sort, il reste bien des choses avec une poule très relevée. Quelles sont les chances du Sénégal? Suivons la réaction de Dame Diouf, coach adjoint au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Une poule vraiment relevée. Quand vous allez dans le site FIBA et vous regardez le classement mondial de ces équipes-là, vous verrez que nous ne sommes pas gâtés par le tirage. Mais bon, tout reste à... Donc, on va mettre l'accent sur la préparation. Donc, avec cette poule-là, il nous faut une très bonne préparation. Le Canada, on les a déjà joués au Tokyo. Donc, bon, mais ce n'était pas leur équipe au complet. Donc, l'Australie aussi, on les connaît. Bon, moi, je l'avais vu rencontrer dans les petites catégories. On les a vus. Donc, c'est une équipe qui a des joueurs NBA. Les Dante Exum qui joue à Utah, le meneur de jeu. Ben Simmons qui est à Philadelphia Sixers. Les Andrew Bogut et le meneur de San Antonio aussi. Donc c'est des équipes à forte coloration NBA. Donc ça ne sera pas du gâteau. Ouais. Le basket international est devenu une affaire de joueurs de NBA, Bamba Kassé. Alors, cette poule du Sénégal, quand même, je pense que tous les pays africains, le Sénégal s'en est le moins mieux sorti. Lui-même, l'entraîneur adjoint dit que ce ne sera pas du gâteau. Donc, je pense qu'il a tout dit. Il a même lui donné les indications. Aujourd'hui, si on regarde le classement FIBA, toutes ces équipes sont devant nous, n'est-ce pas, moi? Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire la fine bouche, on ne va pas fuir, hein, on va y aller, on va jouer. Après, tout est possible, même si en basket, habituellement, celui qui est plus fort que toi, tu le connais d'avance et il te bat.
Bon, maintenant, tout dépend de l'objectif. Vous savez, le Sénégal ne va jamais gagner la Coupe du Monde. Enfin, quand je dis jamais, je touche du bois, je me reprends. Le Sénégal, pour le moment, ne peut pas aller gagner la Coupe du Monde de basket. Il faut être très honnête. C'est pas ça l'objectif. Ok, donc il faut avoir un objectif forcément. Parce que l'objectif, c'est d'aller passer un tour. Je pense que c'est forcément. Mais déjà, ce tour-là, est-ce que vous pensez que c'est possible d'en sortir avec l'équipe nationale que nous avons, avec ces nations que nous allons rencontrer? Écoute, on a 6 poules, c'est ça? 8 poules de 4. 8 poules de 4. Une formule où dans chaque poule, il y a 2 équipes qui sortent. Je pense qu'on ne va pas sortir. Pour être très honnête. Est-ce que vous pensez cela mort C'est beaucoup plus... Moins catégorique. Moins catégorique. Je pense qu'on a des chances de sortir de ce groupe. Si on a une bonne préparation. D'abord, en 2016, lors du TQO, on a joué contre le Canada. L'équipe du Sénégal n'était pas complète. Et le Canada non plus. L'équipe du Sénégal n'était pas complète. D'accord, le Canada aussi n'était pas complet. Mais aussi, notre équipe n'était pas complète. Il n'y avait pas Gori, il n'y avait pas certains joueurs. Il n'y avait pas Djibril Cham, il n'y avait pas Babacar Touré, etc. On avait perdu de 3 points contre le Canada. Un match très difficile. Donc il y avait les Abdoulaye Ndoye qui est actuellement au Duc, Charles Ibrahim Magna, il y avait Youssou Ndoye, etc. On avait fait un bon tournoi. Là, si on regarde dans ce groupe, Canada, à part la Lituanie qui a été 3e en 2010 et 4e en 2014, même aussi 4e lors des Jeux Olympiques de 2016, je pense que le gros morceau dans ce groupe-là, hormis les joueurs NBA de la Lituanie, du Canada et de l'Australie, je pense bien que le Sénégal a des joueurs de qualité qui sont dans le grand championnat européen, qui se frottent avec les meilleurs actuellement. On peut citer Gorgui qui est en NBA, Mohamed Faye qui joue en Serbie. Il croise chaque week-end des joueurs canadiens, australiens, etc. Surtout en Espagne, quand on rencontrait cette équipe de la Croatie, elle sortait d'une excellente prestation. Je pense que notre groupe, lors de la Coupe du Monde 2014, était aussi difficile. Parce qu'on était avec l'Argentine, les Philippines, la Croatie, la Grèce, Porto Rico. Même pas, attention. Porto Rico. On a eu 2 victoires. C'était pas la même formule. Déjà, c'est ça. Moi, quand mais quand même, on a gagné 2 équipes. On a gagné 2 équipes. Chacun est libre de rêver. Non, mais c'est pas du rêve. On n'est pas dans le rêve. Chef, on s'écoute. Moi, je suis sénégalais. Je suis passionné de basket. Tout le monde le sait. Je veux qu'on gagne. Mais j'essaie d'être réaliste aussi. Si tu compares, on peut dire pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Si tu compares 2014 à 2019, ce n'est pas la même formule. 2014, c'est des poules de 6. 4 sortent. Donc, il te suffit d'avoir 2 victoires, tu sors. Et ça a été notre cas. Ça a été une très belle performance. D'ailleurs, pour le Sénégal, c'était la première fois qu'on sortait d'une poule, d'une phase de poule, et qu'on se qualifiait pour les 8e de finale, n'est-ce pas? 2019, c'est autre chose. C'est 2 par poule. Déjà, la qualification a été différente parce qu'en 2014, il fallait juste jouer la CAN, tu termines parmi les 3 premiers, et puis tu vas. Là, ce n'est pas pareil. Okay? Tu as fait 6 fenêtres. Il faut faire des fenêtres, etc. Il faut simplement, moi je ne dis pas qu'on va se faire ratatiner, hein. On va aller jouer. Et tout est possible dans un match de basket. On peut venir mettre. Moi je pense qu'à part l'Australie, les 2 autres. Non, il n'y a même pas, même l'Australie. Même l'Australie, c'est. Non, quand même. On a joué les États-Unis, quelle compétition? On a joué les États-Unis, mais on a vu les filles qui ont joué les États-Unis et qui ont fait quasiment 10 minutes de. À égalité parfaite. On a perdu de 20 points. Oui, avant de perdre après. Mais je veux dire que, ce que je veux dire, et il faut bien qu'on me permette de le dire, c'est que la formule est à notre désavantage. La poule est à notre désavantage. Et donc, il faut aussi, même l'histoire récente est à notre désavantage. Parce que si aujourd'hui on se dit, ouais, bon, 2014 on était au 2e tour, 2019 il faut forcément être au 2e tour, on est en train de mettre les charrues devant les bœufs. Moi, j'ai dit, mais Bamba, on peut se reposer sur cette performance quand même. Lors de ce tournoi dont vous avez parlé, le TQO, le Sénégal était à 2 doigts de s'imposer face au Canada. La Turquie, c'était un match extrêmement serré et c'est des grosses pointures quand même dans le basketball mondial. Écoutez, ce que je voudrais dire sur le basket, c'est-à-dire que depuis le temps qu'on va en Jeux Olympiques, en Coupe du Monde de basket,
on devrait au moins pouvoir prétendre à au moins sortir au second tour. Parce que le Sénégal, non, mais on l'a fait, mais on devrait être régulier par rapport à ça. Parce que depuis, moi, j'ai eu un grand frère qui a fait les Jeux Olympiques de Mexico 68, Munich 72. Et depuis le temps, on a toujours eu de très grands joueurs de basket, hein, très honnêtement. Parce que la dernière fois, si, Ousmane Fouifei l'a dit, quand Kaba Bengali pouvait jouer, rivaliser, être le seul joueur à l'époque de pouvoir aller jouer en NBA. Kaba a été sénégalais, il a été naturalisé français. On en a eu d'autres, des Apollo Faye, des talents, on en a toujours eu dans le basket. Mais qu'est-ce qui pêche pour pas qu'on puisse avoir des prétentions à pouvoir sortir et aller régulièrement comme ils le font par rapport au foot? Parce qu'eux, ils sont réguliers dans les grandes compétitions. Et donc, aujourd'hui, on doit pouvoir au moins asseoir une politique qui puisse nous permettre de pouvoir prétendre au moins sortir régulièrement au second tour. C'est pas la mer à boire. Écoutez, c'est pas seulement le problème du Sénégal de sortir au premier tour. Si vous vous rappelez, en 2014, nous étions les seuls. L'Angola, qui a 2-3 fois plus de titres que nous, a été éliminé au premier tour. Le Nigeria, pareil. Mais surtout que lors des derniers Jeux Olympiques, on a vu une équipe du Nigeria qui luttait à armes égales contre les grandes équipes de basket de ce monde. Donc, ce qui nous fait dire que quand même il y a un certain nivellement de valeur entre le basketball africain et le la basket différence mondial. entre toi-même et certains qui nous regardent, c'est que toi, tu connais le basket. Tu sais très bien qu'en basket, le classement FIBA, ça veut dire quelque chose. Tu le sais. Je ne dis pas qu'on va aller se faire ratatiner. Encore une fois, il faut qu'on se comprenne bien. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on élève le niveau du rêve tellement haut qu'après les gens vont tous être comme ça à la fin des matchs. Il faut qu'on soit réaliste. Je dis, aujourd'hui, nous avons un désavantage clair, net et précis en allant dans cette compétition. Maintenant, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Si la préparation elle est bien faite, c'est là où je suis d'accord avec Mor. Si on fait beaucoup de matchs amicaux, si on a d'abord un bon effectif, si tous les joueurs répondent présents, si on a une bonne préparation, si on a un entraîneur qui a une claire vision de ce qu'on veut faire, mais gagner 2 matchs et se positionner au deuxième tour, ça peut être possible dans le cadre du sport. Mais, encore une fois, moi si je devais mettre des sous, encore que je ne suis pas un parieur, mais si je devais parier, je ne parierais pas sur le Sénégal. Désolé. Tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Cette compétition nous réserve de jolies empoignades entre stars de la NBA, ce qui offre de belles affiches aux autres sélections du continent. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Cheikh Sadibou Diarra. Des pays habitués, des joueurs estampillés NBA au menu de 5 sélections africaines au premier tour de la 18e édition du mondial de basketball masculin Chine 2019. Placé dans le groupe H, le Sénégal est le plus mal loti. Auteur d'une bonne participation à la dernière Coupe du Monde, les Lions amenés par le star Gorgui Sédien vont avoir fort à faire cette fois-ci. Ils ont à découdre avec la 4e nation de la zone Europe du classement FIBA, la Lituanie et son duo d'intérieur, Jonas Valanciunas et Damantas Sabonis, qui évoluent en NBA. Des joueurs du réputé championnat nord-américain, les 2 autres adversaires en comptent beaucoup. L'Australie, première de la zone Océanie, en a 9 dont Ben Simmons des Sixers. Le Canada, 8e de la zone Amérique, en possède 11 dont Jamal Murray de Denver et Andrew Wiggins, coéquipier de Gorgui Sédien à Minnesota. La Côte d'Ivoire, 5e de la zone Afrique, se retrouve dans le groupe A en compagnie de la 16e zone Europe, la Pologne du pivot Marcin Gortat, du 7e de la zone Amérique, le Venezuela, et la 3e zone Asie, la Chine de Zhou Kui, ancien de Houston. Première en Afrique, le Nigeria d'Al Farouk Aminou de Portland partage le groupe B avec la 7e de la zone Europe, la Russie de Timofey Mozgov d'Orlando, l'Argentine 2e de la zone Amérique en pleine reconstruction après la retraite de Ginobili et compagnie, et la Corée du Sud 5e de la zone Asie. Championne d'Afrique et 4e de la zone au classement FIBA, la Tunisie de Salah Mezri, sociétaire de Dallas, côtoie dans le groupe C la meilleure équipe d'Europe. L'Espagne et son contingent de joueurs NBA, dont les frères Gasol. L'Iran, 2e de la zone d'Asie, et le dangereux Porto Rico, 5e de la zone Amérique, qui n'est pas sûr de pouvoir compter sur son meneur de jeu, JJ Barea, de Dallas, blessé en ce moment.
Pour sa 8e participation au mondial, Angola, 3e de la zone Afrique, se retrouve dans le difficile groupe D. Ses adversaires des grandes nations de basketball, la 4e de la zone Europe, la Serbie, et ses basketteurs ultra complets, comme le pivot de Denver, Nikola Jokic. L'Italie, 9e de la zone Europe, amenée par son duo de gâchettes NBA, Marco Bellinelli et Danilo Gallinari. Les Philippines, 4e de la zone Asie, portées par ses Américains naturalisés, complètent le tableau. Les 2 premiers de chaque poule passent au 2e tour de la compétition, prévue du 31 août au 15 septembre prochain. Voilà, on s'attend à une très belle compétition, même s'il y aura des absents quand même, toutes ces stars de la NBA. Ouais, bon, mais le Lion n'a pas peur, malade. En tout cas, la question que tout le monde se pose, Abdourahmane Ndiaye, Adidas, en fin de contrat depuis le mois de février dernier, n'est pas sûr de continuer l'aventure. La presse sénégalaise a parlé de l'éventualité d'une piste américaine pour le banc des Lions, un sujet qui a fait réagir certains observateurs du milieu dans ce sujet signé Chersadi Boudiara et Mamadou Diop. Quelques 6 mois de la Coupe du Monde de basketball 2019, les Lions attendent de connaître qui va les diriger en Chine. Le contrat d'Abdourahmane Ndiaye Adidas, sélectionneur au moment de la qualification, est arrivé à terme. Son employeur, la Fédération sénégalaise de basketball, tarde à se prononcer sur la reconduction ou non, occasionnant de nombreuses supputations chez les observateurs qui rappellent le travail accompli par Adidas. C'est vraiment pas le moment, en tout cas de mon point de vue, de tâtonner un peu sur l'équipe technique. Parce qu'on est à quelques encablures de la Coupe du Monde. Et au moment où toutes les équipes qualifiées sont en train de peaufiner, en tout cas leur stratégie pour pouvoir faire une bonne participation, nous sommes en train de tâtonner. Est-ce que le coach sera maintenu ou pas? Je pense que ce n'est pas le moment. Parce que déjà, moi je fais mieux l'adage qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Déjà, il a réalisé quand même, il a atteint ses objectifs. Un contrat à objectif, c'était la qualification au championnat du monde. Je pense qu'il a réussi. Maintenant, il faut revoir son statut, c'est tout. Essayer de refaire un autre contrat. Je pense qu'Adidas, c'est un bon entraîneur. Ça ne doit pas poser de problème entre l'Adidas et la fédération ou le ministère. Maintenant, et je pense à cette période où nous sommes, le basket sénégalais n'a pas besoin d'un entraîneur étranger, à mon avis, je pense. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont là qui peuvent faire l'affaire. Adidas, il peut le faire, il y en a d'autres. Ce n'est pas un problème d'entraîneur étranger. Maintenant, c'est des parties qu'il faut voir, les conditions de travail, comment discuter par rapport. Parce que tu sais, Adidas, il est professionnel, c'est un contrat. Maintenant, je ne sais pas ce que demande Adidas et ce que demande par rapport à la fédération. Ça, je pense que les gens doivent être lucides, penser à l'intérêt du basket, et se retrouver pour discuter et installer un entraîneur maintenant pour commencer à préparer l'équipe. La rumeur d'un changement de sélectionneur est agitée dans la presse. Pour elle, la Fédération sénégalaise de basketball songe à recruter un entraîneur américain. Une option jugée inopportune et surtout improductive depuis toujours. Tous les champions d'Afrique qu'on a gagnés, c'est des entraîneurs sénégalais. Hein? Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est quoi le problème? S'il y a un problème en dehors de Adidas en tant qu'entraîneur et la fédération, que les gens nous disent. Mais s'il n'y a aucun problème, je pense qu'Adidas mérite d'être reconduit dans l'équipe parce qu'il a atteint son objectif. Maintenant, quant à l'entraîneur étranger, je le dis, le Sénégal n'a pas un problème d'entraîneur. Je souhaite que ce soit tout simplement une rumeur et que ce ne soit jamais avéré. Mais vraiment, si jamais c'est avéré et qu'on en arrive à nous ramener un nouveau coach qui va prendre du temps pour connaître les joueurs, je ne pense pas qu'on ait le temps parce qu'on est à quelques mois de la Coupe du Monde. Et en plus aussi, il faut le dire, hein, le Sénégal, on a toujours eu nos meilleurs résultats avec les locaux. L'équipe nationale masculine, la dernière fois qu'elle a eu la coupe, c'était avec Youssouf Badji. Donc c'était un local. On a vu aussi les résultats de Chersa. Donc moi je pense qu'avec les sorciers blancs, on n'a jamais été satisfait. La Coupe du Monde de basketball Chine 2019, c'est du 31 août au 15 septembre prochain. Impératif alors, la nomination d'un sélectionneur. Une bonne participation passe par une bonne préparation, qui est l'apanage du coach pour parfaire ses tactiques.
Merci à vous, cher Sadibou Diarra, pour ce sujet. Alors, Mor-Bassine, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé? Parce que nous, on ne voyait rien venir. On pensait qu'avec les résultats de l'équipe nationale, je ne sais pas, cette qualification Coupe du Monde, que la reconduction de Adidas, c'était une évidence. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, il faut dire une chose. En décembre 2017, quand Maguette Diop annonçait la composition des staffs techniques, il a été très bien, il a été clair. Il dit que les entraîneurs ont des contrats, ont des objectifs. L'objectif de coach Abdourahmane Ndiaye Adidas, c'est de qualifier l'équipe à la Coupe du Monde. Une fois l'équipe qualifiée, rien n'empêcherait la fédération à continuer avec l'entraîneur. C'était les propos de Maguette Diop. Ils l'ont fait avec Chersar. L'objectif de Chersar, c'était de reconquérir l'afro-basket en 2019. Après la Coupe du Monde en Espagne, ils ont reconduit Chersar, qui a gagné un match là-bas. Bon, ok, c'est un objectif. Mais là, le coach a joué 12 matchs, 10 victoires, 2 défaites. L'équipe s'est qualifiée, donc, à mon avis, la reconduction devait être automatique. Il n'y a rien. Je pense qu'on ne va pas nous dire, on attend qu'on installe le nouveau gouvernement, qui est un ministre des Sports, que Madar va continuer, que la fédération se projette déjà sur l'Assemblée générale élective en juin 2017, en juin 2019. C'est pourquoi ils ne veulent pas reconduire, ou bien ils sont en train de briser un peu l'élan de l'entraîneur pour pouvoir le monopoliser, bien manier à leur guise. Oui, on se rappelle, il y a 15 jours, on avait reçu ici le président de la fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, qui nous disait qu'il y avait des rapports, des évaluations. Le 20. Ils doivent déposer le rapport le 20, d'après le directeur technique. C'est lui qui doit faire le rapport, le 20, sur la table du président. Donc, attendons-nous. Mais si l'on se fie seulement à un rapport, la DTN, Adidas devrait être automatiquement reconduit. Parce que sur 12 matchs, vous en gagnez 10, vous en perdez 2 et vous atteignez le risque de la qualification, mission accomplie. Quelqu'un qui accomplit les missions qui lui ont été confiées, on lui renouvelle la confiance. Alors, Bamba Kassé, quand vous avez vécu cette histoire, est-ce que vous comprenez cette situation dans laquelle se trouve l'entraîneur Abdourahmane Ndiaye? Oui, je la comprends. Parce que simplement, c'est ce qui a été prévu. C'est peut-être ce qui a été prévu qui ne devait pas l'être. Parce que quand on dit je mets un entraîneur en décembre et que je vais le juger au mois de mars 2019, à 6 mois, après même le tirage au sort de la Coupe du Monde. Oui, mais il y avait un contrat d'objectif qui a été atteint. Non, je ne parle pas de ça, je parle d'abord des délais. Parce que quand on le faisait, on savait qu'au moment où on va déposer le dit rapport, on aurait déjà fini ce qu'on appelle le tirage au sort et qu'on connaîtrait nos adversaires. S'il y a un rapport, depuis on s'est qualifié quand, mon gars? On s'est qualifié à Abidjan. Le 23 février, alors, le 20. Une semaine après, un rapport le 22, ok, le 22, 7 jours après, le 29, le rapport devrait pouvoir être disponible. Ouais. On décide ou non de le garder. Et puis, on n'aurait pas vécu tous ces choses. Ça, c'est mon avis. Hein. Après, j'ai l'impression de revoir le même scénario. Vous savez qu'Adidas a qualifié le Sénégal en 2005 et qu'on lui a trouvé quand même des poux sur la tête pour l'empêcher d'aller amener l'équipe. Vous vous en souvenez ça? On dirait que c'est l'histoire qui se répète. Il avait un contrat en bonne et due forme. Ouais. On se lève du jour au lendemain, après qu'il se soit qualifié, pour dire, mais monsieur, tiens, vous là, vous avez un contrat avec l'État du Sénégal? Oui, mais vous êtes aussi contractuel en club? Il dit oui. Il dit non, ça c'est une situation, l'ancien ministre des Sports, Vava, notre ami, il a dit non, ça c'est pas une situation à... Et puis au lieu de... Il n'y a pas eu de discussion aérienne, rupture abusive du contrat. Après on va trouver une solution de rechange, on va chercher des gens qui vont amener l'équipe en Coupe du Monde. Ok? Conflit, tribunal, puis finalement arrangement à l'amiable, l'agent judiciaire de l'État qui accepte d'allonger le blé. Le problème est réglé, et depuis lors, Adidas il est resté en France. Ça lui a peut-être porté un coup sur la tête et il n'a pas chômé. On lui a donné les équipes, il a été adjoint en équipe de France et puis on lui a donné les équipes de U23, l'équipe des espoirs. Il est parti en Coupe d'Europe, il a fait des résultats. Adidas, aujourd'hui, vous allez en Europe, vous mettez Abdourahmane Ndiaye Adidas, on vous dit de telle année il était meilleur entraîneur d'Europe, telle année, etc. Donc c'est quelqu'un qui a
les capacités technico-tactiques, ça personne. C'est le profil du job. Mais après, c'est pas quelqu'un, c'est pas un béni non plus. Hein. Et c'est peut-être ça qu'il est en train de payer. Moi, je suis un peu loin de tout ça. J'ai l'impression qu'on ne lui pardonne pas d'avoir un jour tapé sur la table et dit oui, je réclame les moyens pour faire une bonne prépa, etc. Si c'est ça, franchement, est-ce que cette histoire-là pèse sur la balance? On se rappelle qu'il avait râlé derrière le ministre des Sports, l'a rabroué. Est-ce que... Et puis c'est fini. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas en train de payer Je pense c'est irrespectueux d'abord qu'une équipe nationale se regroupe avec 48 heures ou bien 72 heures du regroupement. On ne sait pas où l'équipe va loger. Quels sont les joueurs? Est-ce que les joueurs ont reçu leur titre de transport ou autre? Est-ce qu'on le fait avec le football? Il faut respecter les équipes. Toutes les équipes nationales se valent. Et ce que le basket a gagné, le football n'aura pas encore eu. Est-ce que le football l'aura même un jour? On est en train de lui trouver des faux fuyants. Parce qu'on parle de lui comme quoi il n'a pas été solidaire avec l'équipe fédérale quand les joueurs ont réclamé des primes. Mais si les joueurs réclament des primes, mais ça, il faut les payer, les primes. Ça a été budgétisé, l'argent est disponible. Donc, quand les joueurs réclament des primes, pourquoi l'entraîneur va aller leur dire non, 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 ne réclamez pas ces primes? Si les joueurs ne veulent pas mettre les tenues de sortie après un match ou à la descente de l'avion, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour ces garçons-là? Ils amènent 4 délégués fédéraux leur laisser de qui? À quoi c'est les délégués fédéraux? Je ne parle pas de ça. Non, on est en train de dire qu'Abdou n'est pas solidaire par rapport à l'équipe fédérale parce qu'il n'a pas mouillé le maillot quand les joueurs ont voulu être en rébellion par rapport à l'équipe fédérale. Mais ça, c'est ce qui a été dit par un membre fédéral. Oui, j'ai lu ça dans la presse. Voilà. Oui, mais ce que je dis... Mais Abdou aussi, c'est quelqu'un de légitime dans le basket. Abdou Ndiaye, c'est Adidas. Adidas, il a joué au Dial Diop, dans la grande équipe de Dial Diop, avec les Gauchers, les Pierre Sagna, Feu Dembandir. Donc, et Abdou, c'était un garçon talentueux. C'est pas pour rien qu'il est parti en France, il est devenu professionnel et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On doit respecter ces gens-là. Il y a un minimum. Bamba, quand même, est-ce que quelque part aussi, on n'est pas dans le secret des dieux, mais Adidas, peut-être aussi qu'il veut un changement de statut. Là, il est pigiste, c'est un entraîneur pigiste. Peut-être que, quand même, il se dit que maintenant, le basket au Sénégal, ce n'est plus une affaire d'été. Il est là, il travaille durant toute l'année. Ça, c'est l'autre question. Mais cette question, on aurait pu la poser si le problème de la reconduction ou non dépendait d'Adidas. Pour l'instant, ça ne dépend pas de lui. Ce n'est pas lui qui a posé de reconduction. Et rappelez-vous, il y a 4 mois derrière, on parlait du même problème de renouvellement des contrats, mais de l'autre équipe, l'équipe nationale de football. Au finish, qu'est-ce qu'on a? On a un entraîneur à qui on donne quand même ce qu'il a demandé, etc. Parce que justement, il le mérite. Lui aussi, on l'avait objectivement jugé, il avait atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Il y avait un nouveau moment, on discute un nouveau contrat, on lui donne les moyens. Ce qui se passe de façon globale, et ça, il faut le dénoncer, pas seulement pour Adidas, il faut le dénoncer pour tous les entraîneurs nationaux qui s'occupent de disciplines autres que le football, c'est qu'il y a toujours cette politique de 2 poids 2 mesures. C'est le même État qui paye l'entraîneur national du football, c'est très bien. Moi, je milite même pour qu'on augmente les moyens, etc. Et c'est le même État qui, pour les autres entraîneurs, dit non, il faut les mettre en situation de pige. Oui, il était là, mais il était pigiste. Pigiste, ça veut dire que c'est une option. La tâche, c'est une option qu'on peut prendre. Il est payé par fenêtre, chaque fenêtre. Oui, c'est une option qu'on peut prendre. Moi, je comprends la fédération lorsque, dans l'épisode Porfirio Fisac, là, on dit qu'il est pigiste. Oui, parce qu'il a son club, il a son contrat, etc. Il a ses objectifs de saison avec son club et il ne vient en équipe nationale que lors des campagnes. Mais là, tu as quelqu'un qui est là en permanence. En plus, il faut lui donner, je pense, les moyens. Et je ne parle pas seulement du cas d'Adidas. Je parle également du cas de ces entraîneurs, les Moustapha Gueye, les Cheikh Sarr, tous ces entraîneurs-là, qui ont la même dignité d'homme et la même dignité de Sénégalais que les autres entraîneurs qui bénéficient de salaire et qui n'ont pas de salaire. Il faudrait qu'on... Vous savez, je pense que, comme le disent souvent les Wolofs, Oudé, nous le disons, le Olé. Si aujourd'hui le basket se contente, pensant que oui, maintenant on se regroupe dans des hôtels 4 étoiles, on a des bus, on règle nos problèmes, on peut aller faire des matchs amicaux, ils disent ok, c'est oulala, mais c'est bien.
Mais s'ils continuent à dire et à réclamer à l'État du Sénégal les mêmes standings de vie que les autres fédérations, d'autant plus que le basket est quand même une fédération qui gagne des titres internationaux, mais je pense que l'État ne fera pas la sourde oreille. Donc c'est une question de volonté. Là, forcément, cela va avoir une incidence sur la préparation de cette équipe nationale du Sénégal, puisque là, l'entraîneur, normalement, à quelques mois de cette compétition, il a déjà sa feuille de route dans sa tête. Oui, mais là, actuellement, Adidas, il n'est pas dans des logiques de mettre en place des stratégies ou de voir qui amène la Coupe du Monde. Là, il est en vacances, il est en mode off, il se relaxe tranquille, quoi. Et ce n'est pas de sa faute, c'est la faute aux fédéraux. Ce que Bamba a dit, c'est vrai. Les fédéraux doivent aller à la table de négociation en regardant le ministre des Sports dans le blanc de l'œil pour lui dire, monsieur le ministre, nous voulons les mêmes moyens, sinon, à quelques exceptions près, que le football. Parce que le football est certes plus populaire, mais en matière de résultats, le basket est plus rentable. Non, mettons les mêmes principes, c'est tout. Moi, je ne pas de payer le même montant à l'entraîneur du basket. Mais disons, retenons le principe que l'entraîneur du Sénégal de basket, garçons et filles, les entraîneurs du Sénégal de basket, de handball, garçons et filles, les entraîneurs du Sénégal de volleyball, etc. Les entraîneurs du Sénégal de toutes ces disciplines-là, on doit maintenant, on est en 2019, on doit à tous leur assurer un salaire minimum. Et ensuite, maintenant, on peut toujours, sous forme de pige, leur donner des primes selon les résultats qu'ils vont produire. Mais en dehors du sélectionneur national de l'équipe A, mais tous les entraîneurs nationaux des équipes de foot sont des pigistes. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Donc, ça, vous pensez qu'en France, il n'y a que des gens qui c'est tous des pigistes. Donc, à la limite, ils vont se dire l'État n'a pas les moyens. C'est après le refrain qu'ils vont te sortir. Ah bon, vous pensez que si on envoie un général pour qu'il aille faire une opération en Gambie, là, on dit que non, le général, on le paye, mais le colonel, on le... Non, attendez, c'est des gens-là, il faut qu'on comprenne qu'une équipe nationale nous représente. Tous, c'est comme des soldats qui vont en mission. Il faut les payer. C'est ça la vérité. Voilà, aujourd'hui, on met de l'argent du sport dans d'autres choses. Il faut qu'on soit plus ambitieux. Il faut plus qu'on se contente. Oui, on nous donne le sport, on a 6 milliards. Et alors, 6 milliards, c'est quoi? Il faut demander les moyens nécessaires pour que toutes nos équipes nationales puissent nous représenter dignement. Et cela commence par mettre les entraîneurs à l'aise. Merci Bamba. Une toute dernière question. Quand on entend que la Fédé pisse son entraîneur étranger, ça aussi, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce que c'est parce que techniquement, on n'a pas l'expertise qu'il faut ici au Sénégal pour coacher cette équipe nationale ou bien? Non, je pense que c'est un faux débat. On a battu l'équipe du Nigeria, peu importe, même si l'équipe du Nigeria n'était pas complète. Mais on a battu l'équipe du Nigeria et ça faisait défaut depuis 2013. On restait sur 2 défaites ou bien 3 défaites contre le Nigeria. L'équipe du Sénégal a progressé durant ces fenêtres. De février 2018 à février 2019, l'équipe a progressé sur le plan offensif que sur le plan défensif. On a vu lors du tournoi d'Abidjan. Pour moi, le tournoi d'Abidjan est le tournoi le plus abouti. Et de l'équipe, sur le plan technique et sur le plan tactique, les joueurs du niveau comportement ont été rigoureux. Même dans les vestiaires, moi j'étais dans les vestiaires de l'équipe après chaque match, même à l'hôtel, tu les voyais. Il y avait une mainmise. Les tenues Sénégal, tenue Sénégal. Il y avait une mainmise du staff technique sur les joueurs. Le problème sur les tenues de l'équipe, c'était lors du tournoi de Lagos. Les gens ont mélangé les tournois. C'est le tournoi de Lagos. Certains joueurs, je ne vais pas citer de nom, ont refusé de porter les tenues. Mais ce sont de grands gaillards, ce sont des pères de famille. Ils ont refusé pour quelle raison? Parce qu'ils étaient déjà en tenue, ils avaient déjà porté leurs habits. Ce n'est pas une raison. Parce qu'il y avait une charte de l'équipe nationale où tu es obligé de porter la tenue contre une source de l'équipe nationale me dit qu'il n'y a pas une charte dans cette équipe nationale. Ah donc ils l'ont enlevé. Nous on a laissé une charte ici. Une charte de l'international. Et pourquoi dans cette équipe du Sénégal, les joueurs et les délégués fédéraux logent dans le même hôtel? Et quel est le rôle de ces délégués fédéraux? C'est eux qui doivent encadrer ces joueurs. Ok, il y a des limites. Voilà. Vous devez respecter telle chose. Ils ne le font pas parce qu'il manque de points. Le CNB, c'était une autre époque. Non, je ne parle pas du CNB. Je dis non, ce n'est pas le CNB. Le CNB, c'est fini. Ça. On est dans une époque fédérale. Ce que je veux dire, moi,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a des acquis. Et quand il y a des acquis, il faut les consolider. Il faut les préserver. Lorsqu'en partant, on met une charte de l'international, on dit que quand tu viens en équipe nationale, voici les obligations qui pèsent sur toi. Tu dois être réglo, tu dois être à l'heure, tu dois porter les tenues qu'on te donne, etc., etc. Et que de l'autre côté, la contrepartie, c'est que les primes auxquelles tu as droit, tu dois les recevoir à temps. Le traitement auquel tu as droit, tu dois le recevoir à temps. Les assurances auxquelles tu as droit, tu dois le recevoir à temps. Mais ça, le jeu est clair. Que chacun respecte ce qu'il a à faire. Ce n'est pas un entraîneur. Mais pourtant, c'est les... Vous pensez que si aujourd'hui, les mêmes les Sadio Mané, tout ça, disent on ne va pas porter les tenues de loisirs de la fédération. Voilà, mais désolé. Le temps est pratiquement fini, le reste des éléments. Mais le leadership détermine la qualité de l'entreprise. C'est clair. Voilà. C'est le leadership. Voilà. Le leadership, c'est ça. Malal. Belle conclusion. Malal, on a joué ce week-end au stadium Marius Ndiaye chez les filles. Les filles ou les garçons? D'abord les filles, les garçons d'abord. Les garçons d'abord. Voilà. Alors, les garçons d'abord avec l'AS Ville de Dakar qui s'est difficilement imposé face à Saltigué 54-56. C'était vendredi au stadium Marius Ndiaye. Youssou Barrow était avec Pape Une défense haute pour neutraliser les meneurs de jeu de l'AS Ville de Dakar. Une stratégie payante pour l'équipe de Saltigué qui a remporté le match sur le fil. On a fait une défense très agressive sur eux parce qu'on savait qu'ils ont un joueur, un grand qui est très adroit et que s'il recevait les ballons, il allait nous poser d'énormes problèmes. Donc on a fait une défense agressive pour que le ballon n'arrive pas à ce joueur-là. À l'aller, ils nous ont battus par un point d'écart. Et nous savons que cette rencontre d'aujourd'hui allait être dure. Mais aussi, nous avons pressé haut pour empêcher leur meneur d'évoluer correctement. Les deux équipes étaient à niveau égal, mais les pertes de balles et beaucoup de maladresse étaient fatales pour l'AS Ville de Dakar. C'est un problème de jour. Et je peux dire que nos meneurs n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais qui connaît les meneurs de l'AS Ville de Dakar savent que ce sont des joueurs vraiment expérimentés, bien vrai que nous venons nous venons de monter, nous étions en D2, donc nous venons aussi d'embrasser tout autre horizon, c'est-à-dire la première division, donc je ne peux dire que féliciter l'équipe. Après 5 défaites en 8 journées, les Saltigués veulent toujours jouer les playoffs cette année. On a eu 5 défaites et 3 victoires maintenant, oui. Bon, l'objectif est d'essayer de se qualifier aux playoffs. C'est ça que nous visons, quoi. Avec cette défaite de 2 points d'écart, l'AS Ville de Dakar peut nourrir des regrets avec les 2 lancers francs ratés lors des ultimes secondes du match. Juste rectifier que c'est donc Saltigué qui a battu l'équipe de l'AS Ville de Dakar par 2 points chez les filles. Avec l'équipe de Saint-Louis Basket Club dans un match serré qui est venu à Dakar battre Isexport par 4 points d'écart, 59-55. Cheikh Sadibou Diarra était à Marius Ndiaye. Saint-Louis Basket Club garde son invincibilité après 9 journées du National 1 féminin. Isexport, bonne surprise de ce début de saison, est sa dernière victime. Dans une partie indécise jusqu'à la fin, les Saint-Louisiennes, avec une plus grande maîtrise, s'imposent finalement 59-55. C'était très chaud. On a joué contre une belle équipe de l'ISEC. Des filles qui savent jouer au basket. Elles ont bien joué contre nous. On a eu des shorts froides. Mais on rend grâce au bon Dieu qui nous a donné les points de la victoire. Et c'était ça l'essentiel. C'est l'expérience qui a fait la différence. Mes filles ont l'habitude de jouer les grands matchs. Elles ont joué de grandes finales. À un moment, elles avaient peur. Quand on a la peur au ventre, on fait doucement et on joue avec précision. Malgré que c'était un jour sans, mais elles ont réussi à, entre guillemets, régler le problème quand il le fallait. Battu de 4 points seulement, les Exports regrettent la précipitation dont a fait l'équipe. Pratiquement première, troisième et quatrième quart-temps, bon, le match était à égalité. Mais en deuxième quart-temps, c'est là où on a flanché. Jusqu'à présent, on est dans le bon rang. Auteur de 9 victoires en autant de sorties, Saint-Louis Basket Club ne cache pas ses objectifs. Il y a le Duc, il y a Ville de Dakar, il y a de bonnes équipes. Hein? Et moi, j'ai rencontré une bonne équipe de l'ISEC aujourd'hui.
Donc on n'est pas meilleur que les autres. Mais on prend match par match. On a un objectif clair, c'est de faire tout le parcours sans défaite et de remporter les 2 trophées. Je crois qu'on est sur la bonne voie et on continue le travail. Les autres équipes sont donc averties. Saint-Louis Basket Club, leader du classement du National 1 féminin, compte garder son titre cette saison. Le tout sans concéder la moindre défaite. Un sacré défi. Justement, Malal, tu enchaînes avec les résultats des filles. C'était la 9e journée. Avec cette victoire de Saint-Louis Basket 59 à 55 devant Isaac, l'équipe de US EPT avec Flying Star 69 à 63, UGB Saltigué 57 à 49 pour l'équipe de l'UGB. Bop qui s'incline d'1 point devant la GA 55 à 54. L'équipe de Débaloc qui réalise l'exploit de battre le Garaf 83 à 68. Et enfin, les Duchesses qui enregistrent leur 2e défaite de la saison. Cette fois-ci, c'est l'AS Ville de Dakar qui est passé par là, 52 à 43. Au classement, c'est l'équipe de Saint-Louis Basket qui occupe la première place avec 18 points. Suivi de l'AS Ville de Dakar, le Duc est 3e avec 16 points. Les Exports arrivent à la 4e place avec 16 points également. Et quand est-ce que tu vas dire USEPT? Oh, moi je dis USEPT. C'est cool, c'est plus cool comme ça. Et résultat de la 8e journée chez les garçons, dont la poule A, HLM Basket Club Douane, victoire des Gablots 62 à 42. Asfa Tamba Basket Club, victoire des Militaires 52 à 42. Uzo, JA, c'est la vieille dame qui s'impose 71 à 64. ASC Saint-Louis Basket Club, victoire des Saint-Louisiens 69 à 60. Dans la poule B, AS Ville de Dakar Saltigué, victoire de Saltigué 56 à 54. Sibac Louga Basket Club 57 à 48, victoire de Sibac. Rail Duc, ce sont les étudiants qui s'imposent 59 à 49. UGB Mermoz 73 48, victoire des étudiants. Dans la poule A, l'AS Douane toujours leader avec 15 points, suivi de l'USO 14 points, 3e ASFA 14 points, également 14e Saint-Louis Basket Club avec 13 points. Dans la poule B, le Dakar Université Club leader avec 15 points, suivi de l'UGB 12 points, 3e Louga Basket Club 12 points, 4e Rail 12 points. Voilà les amis, merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport à la Une, mais avant de vous lâcher, Tala, vous préparez un événement, c'est jeudi avec l'inauguration de votre lycée. Oui, tout à fait.